T'as raison. Tu vois. Bonsoir. Les systèmes politiques sont comme les publicités, toutes plus ou moins mensongères, toutes ne reculant devant rien pour vendre, pour fourguer leurs marchandises aux gogos qui se laissent prendre. Sauf que face aux abus et à la tromperie manifeste, des sociétés fondées sur des principes un tant soit peu moraux, des sociétés un tant soit peu sorties des logiques de jungle, où les grands fauves ont naturellement table dressée, ces sociétés, ces nations, ces États qui se disent démocratiques et qui, comparés en effet à d'autres qui n'ont de démocratique que la façade publicitaire, ces sociétés avancées ou relativement démocratiques ont réussi à imposer un SMIG de l'honnêteté intellectuelle dans les pubs qui sont diffusés à la multitude. Et donc, dans la communication d'une façon générale. La publicité mensongère y est désormais très sévèrement punie par la loi. Et il en est de même dans la constitution politique des États fondés par ces sociétés. Tout n'est pas aussi net, bien sûr, dans ce qui les fonde. Leurs systèmes politiques ne sont pas aussi impeccables qu'ils le prétendent ou qu'elles le prétendent, ces nations. La séparation des pouvoirs qui habite l'âme même des grands principes qui sont à la base de ces nations, n'est-ce pas? Aussi vrai qu'elle s'affirme, puisque le pouvoir le plus puissant, le plus décisif, le plus déterminant, celui du pouvoir financier, celui du fric, n'y est même pas suggéré avec les autres pouvoirs. Même pas chuchoté, même pas murmuré, alors qu'il a fini par prendre la réalité du vrai pouvoir, l'argent. Mais il n'en demeure pas moins que l'un dans l'autre, l'alchimie est relativement préservée. Le peuple y est réellement le principal décideur, même s'il croit voter, même s'il croit que sa volonté est la seule qui pèse. Mais ça reste relatif. Dans les systèmes autrement plus grossiers, plus vulgaires, plus menteurs, à l'instar du système algérien, fondé sur la force brutale et la subversion. Tous les attributs démocratiques revendiqués ad vitam aeternam ne sont que de la grossière réclame publicitaire. Des bobards grossiers de larrons en foire, tellement infatués d'eux-mêmes qu'ils ne font même pas, ces larrons en foire, qui ne font même pas l'effort de faire zama comme si. Ils ont mis en place de risibles dehors hollywoodiens qui ne trompent personne, des décors comme ça sur la façade, mais qui les installent néanmoins dans des attitudes schizophréniques, qui font illusion, y compris pour leurs propres potentats, qui finissent par y croire eux-mêmes, ces potentats atroces qui ne craignent plus le ridicule, qui traficotent ouvertement les élections, qui usent de services mercenaires d'une fausse presse, de parlementaires en toque, dont la présidente du Parlement, de l'Assemblée, ne craint même pas de déclarer publiquement qu'elle a été reçue par le président de la République pour qu'il lui dicte ses orientations. Rien que ça.
comme c'est le cas de partis politiques qui sont autant d'associations de malfaiteurs, d'une justice que leur constitution consacre, que la constitution de ces barons consacre comme indépendante, zama, fondée sur la séparation des pouvoirs, mais qui fonctionne à la sommation téléphonique, et ainsi de suite pour toutes les façades potemkines de ce régime. Tellement assuré de ne pas être dérangé dans ses tripatouillages qu'il ne se gêne plus, au point où le Premier ministre n'a de prérogative que de faire la roue de temps en temps pour faire semblant, au point où les ministres n'y ont de vraies prérogatives que pour déblatérer de temps en temps aussi sur les ondes d'une télé tout aussi soumise à ses maîtres. En somme, et si je devais résumer, la fatuité, l'impéritie, le discours et toute l'organisation juste formelle de ce qui est censé être l'État ne consiste qu'à donner le change, qu'à tromper l'ennemi qu'est le peuple et fanfaronner sous les ors de la République avec l'argent des gogos qui, eux, n'ont pas d'autre rôle que d'applaudir, de faire des bisous au portrait du présidentissime et de fermer leur bouche pour rester poli. Prise de décision gouvernementale, avec un E à la fin s'il vous plaît, Hamida partout. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. J'imagine que tout le monde aura compris, en Algérie du moins. Hamida, c'est Hamida Racham, Hamida Lahab, c'est Hamida Moul Qahwa, c'est Hamida les Hakim al-Quartier, c'est Hamida qui est partout. Pour ce qui est de la décision politique en Algérie, vous aurez donc compris. Avec nous pour en parler, Mohamed Bakir, analyste politique. Merci Mohamed d'être avec nous. Azoula Jamal, Azoula Oudekla Ditwalin, merci pour l'invitation. Pour l'édito, j'aurais changé un mot. Ah. J'aurais mis bollywoodienne au lieu d'hollywoodienne. J'admets. En effet, c'est leur faire trop d'honneur que de dire que le décor est hollywoodien. Ouais. C'est plus confort. C'est plus confort. Ouais. Bollywoodien. Bollywoodien, ouais. Très bien. Alors, en visio avec nous, Hassan Hiresh, écrivain, économiste, militant politique. Hassan, merci d'être avec nous. Ah, on n'entend pas Hassan. Ça fait plaisir d'être associé. Hassan, on ne vous entendait pas. Là, on vous entend. Ah. Là, on vous entend. Allô? Hassan. Oui, on vous entend, Hassan. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci pour l'invitation. Je vous salue tous les deux. Merci. Monsieur Benchinouf et Mohamed Bakir. Ça me fait plaisir de partager ce débat avec vous. Je salue tous les téléspectateurs et je remercie votre équipe complètement dévouée à ce travail. Merci beaucoup. Alors, en guise de présentation, de démarrage, nous allons voir une petite vidéo pour constater ensemble que depuis qu'il est au pouvoir, M. Tebboune s'est payé le luxe de se payer 6 premiers ministres. Regardez. وأنا متأكد بأن ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا. سيزيدنا عزما على العمل بكل جهد وتفاني
من أجل تطبيق فعال البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية. هذا البرنامج الذي سوف يسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة. وإنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الطموح، والذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني، وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار. الجمهورية نكون معكم صادق، وش قال لي بالحرف الواحد عندما توليت الوزارة الأولى؟ قال لي باللغة الأجنبية notre mission c'est le peuple. المهمة تاعنا هي الشعب. إذا تأكدوا باللي الحكومة الحالية المهمة تاعها هي الشعب في خدمة. Le compte est difficile à faire. En Voilà, effet. le compte est difficile à En faire. effet. Mais là, on n'a pas vu si. Non, ils sont en principe, combien? Ils sont 5, Oui. mais on a une dizaine de gouvernements. Parce qu'il y en a qui ont fait 3 gouvernements. Ah, les mêmes premiers ministres Ouais. ont assisté à un Non, changement il y a eu des, il y a de eu- leur propre gouvernement. Voilà, il y a eu D'ailleurs, Ben Abdelrahman 1, 2, 3. voilà. Abdaoui 1, 2, 3. c'est peut-être ça, c'est ça qui Voilà. fait qu'ils Donc sont c'est 6. 5 Quatre, je crois, 4 premiers ministres. 4 parce qu'il y a Mais Bedoui qui nommé n'est pas- 6 fois. Bedoui n'est pas comptabilisé. Bedoui, il a été avec. Bien sûr, il a été avec. Il a été un une petit petite période. laps de temps avant d'être il l'a envoyé en trouvé. prison. Voilà, il l'a trouvé, Rejoindre il l'a les trouvé en 2 place. autres premiers ministres. Voilà, Il faut rappeler qu'il y a 3 premiers ministres en en prison. prison. D'accord. Après, on est perdu un petit peu Premier ministre ou chef du gouvernement. Oui, oui. On comprend pas Alors, bien. Mohamed, Hmm. d'abord, tous parlent du programme du président. Barnamj Seyid commencer. Al-Raïs. À commencer par le Premier ministre qui était en place en 2017, qui a juré que le Tebboune lui-même, Tebboune lui-même, il a juré sur le Dieu et le Coran 3 fois, 3 fois. 3 fois que jamais il ne. Et j'aurais bien voulu J'aimerais voir bien ça. qu'on J'aurais qu'on bien nous la voulu voir montre. ça. Uqsimu billah, Barnamj Seyid Al-Raïs. J'aimerais bien qu'on nous la trouve, cette vidéo. Donc finalement, cette histoire de Barnamj Al-Raïs, je ne sais pas ce que c'est une arlésienne, l'algérienne. Voilà, une arlésienne, c'est le. Mais le problème, c'est qu'au niveau constitutionnel, normalement, le chef le Premier Il ministre. est issu de l'Assemblée, de la il est issu majorité de la qui se dégage à majorité, l'Assemblée. Oui. et c'est son programme. Il doit le présenter à l'Assemblée, il y a un Et vote il est au niveau de approuvé. l'Assemblée, bien sûr. Il y Mais a un normalement, bilan, c'est le programme du Premier ministre. C'est le Ce n'est pas le programme du président. Oui. Or, ils sont là pour appliquer le programme Et du là, président. on est loin de 2019. On est très loin de 2019 où Tebboune disait خطونا من فخامته خطونا من نسبه, etc. On est revenu exactement. Humble. On est revenu exactement aux mêmes pratiques, aux mêmes Le codes. seul mot qu'il ne prononce pas, c'est Fakhamatuhu. Mais tout le reste, c'est encore Tout le pire que reste du y est, Tebboune. tout le reste y est. Ils embrassent son portrait, il y a beaucoup de. Mais expliquez-moi quelque chose. Nous allons d'abord voir une autre vidéo. Et après, je vous demanderai, vous et Hassan, de m'expliquer. Nous allons voir. Si on comprend nous-mêmes. Nous allons voir d'abord la SB1 où M. Tebboune parle. Alors écoutez bien, il va dire des choses absolument incroyables. Comme d'habitude. C'est comme d'habitude. La question lui est posée qui est nommé le Premier ministre. Il répond. Oui, c'est la dernière Dabdacha qu'il a fait avec Voilà. les Il répond sur le plan de la légalité constitutionnelle. Et après, il va à dit des l'inverse. choses. Il va à l'inverse. Je vous réserve la surprise. Vous allez l'écouter. Écoutons-le. سيادة الرئيس، هل التشكيلة الحكومية الجديدة ستعرف دخول الأحزاب وأنتم تتكلمون عن الأحزاب وعن الحوار مع الأحزاب؟ أنا مانيش ملتزم إلا بالدستور. الدستور يقول مادام في أغلبية رئاسية حكومة تكون كما لازم تكون وخلاص. سي با الانتماء، ماهوش الانتماء اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش، سير كفاءة و حب الوطن. بيان سور كاع فيهم حب الوطن، هذه ماشي حتى في واحد، ولكن الكفاءة في التسيير، كفاءة مش أفكار نظرية. C'est incroyable. Alors il dit, je ne suis engagé que par la Constitution. La Constitution qui dispose. Ce qui est eu la palissade.
théoriquement. Non, il n'aurait même pas dû le dire. Oui. Mais il dit, bon, je ne suis engagé que par la Constitution, ça ne fait rien. Normalement, il nomme quelqu'un de la majorité législative. Mais lui, non seulement, il dit, normalement, c'est ça. Mais il dit, non, alors que pour moi, non. La compétence et l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Mais c'est quoi ça? Et l'amour de la patrie, ils l'ont tous. Non, déjà, il y a une première question, c'est quel est le statut de ces d'achète périodiques? Quel est le statut? C'est pour le faire mousser. C'est pour faire mousser M. Tebboune au sein du petit peuple. Ça n'apporte pas en termes d'orientation, ça n'apporte pas. Ça n'a pas la valeur d'une allocution, ça n'a pas la valeur d'un discours, ça n'a pas... Donc c'est un défouloir. Oui, mais la preuve, c'est qu'il dit n'importe quoi. Oui, plus il multiplie ces d'achète, ces causeries, plus on découvre qu'il y a un grand vide derrière celui qui occupe ce poste. Mais est-ce que... Pourquoi au niveau de l'opinion publique, pourquoi est-ce que l'opinion publique n'arrive pas à ressentir ces dépassements à leur juste mesure, à leur juste ampleur? C'est catastrophique. Un président qui arrive, qui vous dit normalement la Constitution elle m'oblige à faire ça, mais moi je dis la compétence et l'amour de la patrie. Je pense que l'esprit du Hirak est toujours là, ce qui veut dire que l'idée que ce régime a consommé tout son potentiel d'action positive et qu'il a dépassé sa date limite d'usage utile. Je pense que les gens sont dans cet état d'esprit. Ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils disent. C'est un régime qui est totalement hors sol. Les citoyens algériens ne s'intéressent pas. Vous pensez que personne... Pourtant, il faut reconnaître que Monsieur Tebboune, il est ce qu'il est, mais il est très populaire auprès de certaines catégories qui sont sous le coup de l'enfumage, de la propagande. Non, mais il est populaire sous l'influence du seul parti politique qu'il y a dans le pays, le DRS. Oui. C'est toute l'action des réseaux, des services de sécurité qui animent la campagne de Ahmed Tebboune, etc. Il ne faut pas être dupe. Qu'ils font mousser par une presse mercenaire, qu'ils font mousser par des relais politiques. La presse n'existe plus. La presse n'existe plus. Il y a eu une période où une presse algérienne existait, avec ses limites, avec ses défauts, avec ses qualités aussi. Oui. Mais je pense que ce que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas l'appeler presse. C'est vrai. On peut pas l'appeler Il faut la mettre entre guillemets. Un titre comme Le Soir d'Algérie, je me demande pourquoi les gens l'achètent. Pourquoi que la presse d'Algérie? Par exemple. Pas que Le Soir. Oui, par exemple. Quasiment tous les journaux sont logés à la même enseigne. Mais l'outrance extrême, c'est bien Le Soir d'Algérie. Pourquoi l'expression, vous croyez que... L'expression, il ne déroge pas à son habitude. L'expression, il a toujours été comme ça. C'est bien envoyé, ça. Il ne déroge pas à son habitude. Il ne déroge pas à son habitude. Alors, Hassan Hirsch, comme vous n'avez pas accès à l'arabe, je me permets de vous traduire. Monsieur Tebboune, à qui on pose la question, comment nommer le Premier ministre, il dit oui, la Constitution, normalement, elle prévoit qu'on le nomme dans la majorité la majorité présidentielle. Ouais, déjà qui reste à définir. Et ensuite, donc c'est le FLN, mais il dit quelque chose après qui vraiment, on se pose des questions. Il dit, oui, mais moi, la compétence. Pourquoi quelqu'un vous a demandé de quelqu'un de la majorité qui ne soit pas compétent? Et ça va de soi, il n'avait pas à le dire. Et puis il dit, et l'amour de la patrie, qui devient dans sa bouche un critère pour nommer un Premier ministre. Et alors? J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous y avez compris, vous. Non, moi, je pense que nous sommes en présence d'un système à la fois monarchiste et à la fois démocratie populaire. Il ne faut jamais oublier que l'intitulé même de l'Algérie, son appellation, c'est République algérienne démocratique et populaire. Et il faut rappeler aux téléspectateurs à chaque fois que c'est possible que la démocratie populaire, c'est les anciens pays de l'Est qui étaient soumis à l'autorité soviétique et donc devaient obéir à une idéologie soi-disant socialiste, mais
en tout cas un système autoritaire où le chef de l'État, évidemment, est omnipotent. Et donc, ici, quand il dit qu'il nomme le Premier ministre en fonction de la compétence et l'amour de la patrie, c'est intéressant parce que à la fois, bon, la compétence, effectivement, il serait difficile de nommer quelqu'un qui n'a aucune compétence au poste de Premier ministre. Ça va de soi. Mais inconsciemment, il veut dire qu'il y a une partie d'objectivité, une partie, on va dire, de raisonnement adulte, c'est le calcul, c'est la rationalité, c'est l'anticipation, etc., etc. Donc la compétence, c'est la partie adulte d'un point de vue de la psychologie comportementale, et parents, adultes, enfants, et l'amour de la patrie, c'est le champ émotionnel. On voit que dans justement la décision politique, au plus haut niveau de l'État, le champ émotionnel est toujours présent. L'amour de la patrie, c'est subjectif, évidemment, ça se mesure pas, donc il faut poser sa main droite sur le cœur, ainsi de suite. Il faut une posture. Il faut une posture pour dire voilà, moi je suis un nationaliste. Donc il y a tout un discours autour de cela, tout un comportement, toute une posture officielle qu'il faut adopter pour dire vous voyez, j'aime bien mon pays. Donc, mais on pourra évidemment revenir là-dessus. Bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, Monsieur Benchenour, c'est qu'il ne faut pas perdre le côté psychologique. C'est-à-dire que quand un chef d'État, un chef d'entreprise, un chef de famille, etc., quand ses subordonnés disent d'une façon répétée, voilà, moi j'obéis aux ordres du chef, donc dans le cas présent c'est le président, j'obéis aux ordres du président, je fais le programme du président, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme en réalité. Voilà. Parce que s'il y avait un programme, il aurait dit, écoutez, j'obéis au programme qui est ceci, cela, etc., en vertu de ce qui a été décidé, etc. Mais programme du président. Justement, on sait très bien que le président n'a jamais eu de programme. Pardon? Justement, question à vous deux que je voudrais poser. Si vous permettez, oui, je termine juste mon petit raisonnement, après Donc, il y a en fait une recherche de légitimité. C'est-à-dire que le chef doit être en quelque sorte encensé pour renforcer sa légitimité, pour renforcer sa toute-puissance. Et le fait de se dire, moi, j'obéis au programme du président, c'est à la fois une identification et à la fois une recherche de puissance à travers celui qu'on présente comme étant puissant, c'est-à-dire une délégation de puissance. À partir du moment où le subordonné, qu'il soit Premier ministre, ministre ou Ali, il sait qu'il n'est pas autonome, il sait qu'il n'est pas aimé par le peuple, il sait qu'il n'a pas une légitimité populaire, donc il va parler de la légitimité du président, et pour que cette légitimité du président soit, comment dire, importante, renforcée, il faut que lui-même reconnaisse justement la toute-puissance du chef. Donc, vous voyez, c'est en fait une espèce d'escalier comme ça. Je te donne de la puissance, donc tu dois la reconnaître pour que tu aies toi-même une puissance, ainsi de suite. Le ministre va faire la même chose avec le un échange de bons procédés. Alors, Hassan et Mohand, question. D'abord, ces premiers ministres n'ont pas de programme, alors que ça devrait être le leur, c'est pas celui du président. Ont-ils une existence? Voilà. Et deuxièmement, ils parlent tous du programme du président, alors qu'ils ne devraient pas.
Et lui, il le prend argent comptant et il se pose en tant que seul commandant de bord, le grand timonier qui navigue au milieu de la tempête. Mais le plus grave encore, et qui montre toute l'impéritie de cette vaste farce, de cette vaste propagande primaire qui n'est même pas assez fine pour pouvoir passer. C'est que même la présidente de l'Assemblée, la dame qui vient d'être élue, il faut s'en réjouir, c'est la première femme élue à la tête de cette institution, entre guillemets, depuis 62, depuis l'indépendance, et qui nous dit, et qui ne connaît vraisemblablement pas la notion de séparation des pouvoirs, et qui nous dit, j'ai été reçu par Monsieur le Président de la République pour prendre ses orientations. Couvert de son onction. Absolument. Ça veut dire, elle dit, elle, qui est censée être à la tête d'un pouvoir séparé de l'exécutif, qui n'a pas de compte à lui rendre ou d'ordre à prendre de lui, elle nous dit, j'ai été chercher les orientations de Monsieur le Président. Alors, ce qui fait que ni les premiers ministres n'assument une quelconque mission constitutionnelle qui leur est dévolue normalement, ni la présidente de cette assemblée qui dit aller prendre ses ordres pour ses orientations politiques chez le chef de l'exécutif. Non, d'abord les responsables du gouvernement, qu'ils soient premier ministre ou ministre tout court, on ne ressent même pas le besoin de les connaître en vérité. Hein. On ne ressent même pas le besoin de les connaître, ce qui veut dire que on n'a pas une idée précise de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, de leur itinéraire, des options qui le représentent. On ne les connaît pas, que ce soit Ibn Abdelrahman, que ce soit Jarrad, que ce soit... Ils sont transparents, on a l'impression que c'est des fonctionnaires. Ils sont plus dans la posture de fonctionnaires qu'autre chose. Et pour ce qui est du programme, il faut dire que c'est une catastrophe pour nous. Parce que, comme le dit Hassan, d'abord, il est évident que ce programme n'existe pas, que c'est l'improvisation permanente. Et on est très loin des standards. Parce que dans les standards, c'est quoi ? Un président de la République, c'est d'abord un homme politique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une identité politique, qui a une orientation, qui a des choix, etc. Et lorsqu'il est élu, ça veut dire qu'il y a une validation de cette orientation, de ces choix-là, etc. Donc, le fait qu'il soit déjà élu, ça fixe un cadre. Ça fixe un cadre. Après, ce n'est pas ce cadre-là qui devient ipso facto le programme de la nation ou de l'État ou du pays. Mais du moins, il cadre et vous avez un certain nombre de mécanismes dans l'État qui se mettent en œuvre autour de cet axe politique qui a été fixé par les élections, des élections transparentes, régulières, etc. Et vous avez toutes les compétences de la nation qui vont travailler pour des programmes sectoriels qui s'articulent autour de cette voie centrale. Donc, par exemple, en France, si on essaye de voir, l'orientation, c'est le président Macron qui l'apporte dans ses choix, dans sa façon de voir, etc. Il est différent de Hollande, il est différent de Jacques Chirac, il est différent de Mitterrand, et on peut voir les différences des uns par rapport aux autres. Mais toujours est-il que pour l'État français, ses choix par rapport à sa propre dynamique de développement, au développement de son économie, à la gestion des problématiques qu'il y a dans la société française, à son inscription dans son environnement et dans les dynamiques globales, mondiales, tout est lisible. Et on voit où est-ce que l'élaboration se fait. Non seulement on voit ce qu'est le programme, mais on voit aussi son cheminement. On sait comment les questions sont tranchées. On sait comment les choix sont faits. Oui, mais si le Premier ministre n'est pas de la majorité présidentielle, n'est pas du même bord que le président français,
Le Premier Les ministre a choses- son propre programme Et- qui et peut les- être antagoniste au programme. sur ce qui n'est pas régalien, sur ce qui Oui. n'est pas du ressort du président. Du président. Donc, Là, c'est autre les chose. choses- Ce n'est- les ce n'est- choses ce sont n'est pas réglées. absolument. mais sur ce Mais qui pour est ce qui est du stratégique, programme. mais sur ce Oui. qui est stratégique, ça dépasse le président, ça dépasse le Premier ministre. C'est vraiment l'État en tant que tel Oui. qui élabore, qui fait des choix, etc. Donc vous avez des centres d'études, vous avez des dispositifs ad hoc qui peuvent être mis en place, etc. Des centres d'études stratégiques, vous avez les pôles de réflexion qui existent au niveau de l'État français, qu'il soit civil ou militaire. Mais chez nous, on n'a pas tout ça. Ce qui veut dire que lorsqu'on revient juste à la question, le programme du président comme une en-tête vide qui ne recouvre rien du tout, ça veut dire que c'est tout ça qui nous manque. Oui. C'est tout cela qui nous manque. Là, par exemple, ils font tout un cinéma autour des bandes de quartier. Oui. Euh, Les gangs. les gangs de quartier. Oui. Or, les gangs de quartier, c'est la situation de la formation professionnelle. C'est la situation du secteur C'est l'absence de l'État. de l'éducation, mais de l'État, pas comme quelque chose d'abstrait, Oui, comme, oui, comme dans quelque la chose, vie dans la comme vraie quelque vie. chose de concret. Ouais. Ce qui veut dire que ces jeunes-là ont-ils une qualification? Pour qu'ils aient une qualification, soit c'est le système d'enseignement, soit c'est la formation professionnelle. Ensuite, est-ce qu'il y a une dynamique économique qui leur permet d'intégrer un travail? Ensuite, est-ce que la politique du logement est une politique qui leur permet assez rapidement d'avoir un logement pour qu'ils puissent s'autonomiser, etc., 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 etc. Ce n'est pas aussi simple qu'ils le disent. C'est ça le programme, le programme d'un État. C'est ça le programme Oui, d'un mais État. eux, ils ont laissé pourrir, et c'est normal. Il n'y a rien derrière qui puisse Alors, lancer des... Je reviens à mon dada. Oui, oui. Je reviens à mon dada. C'est l'État néo-patrimonial. Oui. C'est l'État néo-patrimonial. Ce qui veut dire qu'eux, ils considèrent que la richesse, la chose publique n'existe pas. Les questions de l'État, elles sont de leur ressort parce qu'ils sont plus légitimes que quiconque. C'est à peu près tous les détails qu'a décrit Hassan dans son intervention. Et à partir du moment où la chose publique n'existe pas, où la gestion de l'État est privatisée, eh ben, ils sont au-dessus de la mêlée, ils cooptent qui ils veulent, ils gratifient qui ils veulent, ils punissent qui ils veulent, ils envoient en prison qui ils veulent, etc. Et lorsque la facture tombe, c'est le petit peuple qui paye. Ah ben, lorsque la facture tombe, La facture de leur impéritie, Oui. de leur mauvaise gouvernance, de leur bricolage, de leur improvisation, soit de ils leur la font démagogie. payer, soit ils la font payer à des secteurs, Oui. ce qu'ils font actuellement avec le nombre de généraux qui sont en prison, le nombre de premiers ministres, de ministres, etc. qui Là, ça sont- relève plutôt qui du sont- règlement de compte. Mais c'est une façon de faire Oui. payer la facture. C'est la fameuse formule que je n'utilise jamais, l'Isaba. Là, ça- L'Isaba, ça veut dire que tous les malheurs qu'il y avait, c'est l'ancienne équipe. C'est l'ancien, c'est les l'ancienne- autres. Alors que l'Isaba est toujours en place. Absolument. Elle est toujours en place. Et lorsque les choses vont très loin, eh ben, c'est les scénarios comme 1980, comme 2014, etc. Ça veut dire qu'on allume un contre-feu quelque part, on l'allume dans le Mzab, on l'allume dans l'Oranais, on l'allume en Kabylie, pour créer une situation de tension extrême qui fait oublier le vrai problème, Voilà. qui fait écran à leur incapacité, à leur Ou alors on faillite. désigne une quelconque opposition qui arrive difficilement déjà à émerger, de mercenaires à la solde de l'ennemi de l'extérieur, de l'ennemi intérieur, du Mossad, du Mrzen, etc. À la limite, c'est le moins grave parce que c'est lorsqu'on utilise la société pour régler des comptes, chose qu'ils ont fait à plusieurs reprises. Oui. Chose qu'ils ont fait à Oui, plusieurs reprises. Et dans ces situations-là où on instrumentalise les tensions sociales pour régler ces problèmes-là, là, on risque les dérives. Oui. On risque les dérives. On n'est plus simplement dans des attaques contre la classe politique, qui est ce qu'elle est, hein, avec ses limites, avec ses défauts, etc. Pourquoi? Parce qu'elle existe, la classe politique en Algérie. Oui. il y a- Laquelle? Est-ce C'est que vous une pouvez me classe dire? politique en faillite. Donc elle n'existe pas. Oui, d'accord, elle est en faillite. Non, franchement, moi, quand on me dit la classe politique en Algérie, je pose toujours la question. Il y a des gens, sincèrement, hein, Oui, je oui, voudrais non, non, savoir si il y a- elle existe. il y a des gens qui ont une parole publique, on en fait partie. Il y a des gens qui ont une parole publique. Je pense que c'est ces gens-là qui sont le noyau de la Ceux classe qui ont politique. une parole
publiques aujourd'hui, ce sont des paroles publiques autorisées par le régime. Sinon, il ne peut pas avoir de paroles publiques là où il n'y a que de la presse ça fait sous partie ordre, de la là faillite, où il n'y a que des partis politiques sous ordre. Ça fait partie de la faillite de la classe politique. Ben voilà. Parce que à partir du moment où on renonce à sa propre autonomie et que on rentre dans les jeux. On fait le jeu. Oui, on fait le jeu du système dominant. On joue le jeu. Hassan Hirsch, même question. Hein. D'abord, Hassan, est-ce qu'il y a une classe politique en Algérie? C'est une vraie question que se posent beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce pays et qui se montrent assez agacés lorsque nous leur disons qu'il n'y a pas de classe politique dans ce pays, qu'il y a une classe politique entre guillemets et sous les ordres. Moi, je vais nuancer un petit peu justement ce que vous avez dit tous les deux à propos de la classe politique. Lors même qu'elle est déclassée, cette classe politique, je pense que c'est le contexte, c'est pas la classe politique elle-même, parce qu'elle est bâillonnée. La classe politique n'émerge, n'existe que si elle a le droit de faire des meetings, de faire des manifestations, de faire des universités d'été, de faire des conférences, de faire des cafés littéraires, ainsi de suite, d'avoir droit à des passages à la télévision, à la radio, des interviews dans la presse, etc. À partir du moment où tout cela est absent, c'est pas parce que la classe politique n'existe pas. Elle est sous une espèce de chape de plomb. Si, par exemple, demain, en 15 jours, si demain c'est libre, comme en 89 par exemple, on vous dit, allez, à partir de demain, c'est libre, vous passez à la télévision, vous passez dans les journaux, les machins, etc. Vous allez voir qu'il y a une classe politique. Et il y a des jeunes, des moins jeunes, etc., qui vont émerger, qui auront des idées, qui vont proposer des programmes, qui vont débattre, ainsi de suite. Donc, la classe politique existe bel et bien, sauf qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle est bâillonnée, elle est sous la chape de plomb. Alors maintenant, quant aux décisions, comment se fait, il faut se dire une chose, c'est plutôt quelle est la fabrique du pouvoir, avant de dire quelle est la fabrique de la décision. Il faut se dire que l'Algérie, c'est un système hybride. Comme je disais tout à fait au départ, il faut revenir au pays de l'Est. Au pays de l'Est, c'était le culte du chef, c'était évidemment le bureau politique qui donnait justement des directives pour que ce culte de chef soit permanent, soit répétitif, qu'on a à chaque fois qu'il fallait prendre une décision. Le bureau politique va dire, voilà, c'est le chef qui a décidé, c'est le chef qui a dit, ainsi de suite. Donc, on reproduit ces réflexes de la démocratie populaire. Après, évidemment, il y a aussi le domaine de la mégalomanie, du narcissisme, un peu comme justement les monarchies. C'est-à-dire qu'une espèce de droit divin, parce qu'on est à un certain poste, etc. Pourquoi monarchie, Hassan Hirsch, pardon, Hassan Hirsch. Pourquoi monarchie? Oui. Pourquoi monarchie? Puisqu'il y a des monarchies. La monarchie britannique, elle est très mesurée. Les monarchies scandinaves, pareil. Alors que il y a des gens qui ne sont pas monarques, comme Kadhafi, comme Saddam Hussein, comme beaucoup de ces chefs d'État, présidents très populaires, populistes, etc., et qui ont fait pire. Pourquoi monarchie ne devrait pas être synonyme il y a des monarchies parlementaires qui sont parfaitement démocratiques. Tout à fait. Je ne parle pas des monarchies constitutionnelles, je parle des monarques qui sont omnipotents et qui décident de tout, y compris de vie et de mort. On en connaît, il y en a beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a des monarchies constitutionnelles où il y a des systèmes démocratiques, mais bon, elles sont plutôt... comment dire, situées essentiellement en Europe du Nord et à l'Espagne, évidemment. Mais, bon, quand on voit le monde et surtout nos voisins, la monarchie voisine à côté,
côté, les monarchies du Golfe, auxquelles beaucoup d'Algériens se réfèrent, ainsi de suite. Je pense que effectivement, il y a ce côté mégalomane, ce côté chef suprême, etc. Donc, en fait, c'est un système entre les deux. Et on voit comment il a évolué. Au départ, c'était le bureau politique, l'ANP héritière de l'ALN, avec toute la phraséologie, l'emphase qu'il y a autour évidemment de ces notions. Puis petit à petit, avec l'effondrement des pays de l'Est, eh ben, c'est devenu plutôt l'émergence de chefs omnipotents qui symbolisent le pouvoir, bien que avec l'arrivée de Tebboune, on voit bien comment se fait la fabrication du pouvoir. Il est toujours à côté du général Chenga. Donc là, il y a un message qui est envoyé pour dire où se prennent les décisions, avec qui, comment, etc. Donc c'est toute cette symbolique qu'il faut observer pour pouvoir analyser le système. Alors, restez avec nous, Hassan. Hassan, il y a Mohamed qui voudrait faire une Non, on a un point de divergence fondamental. Je pense que la question de la classe politique, c'est pas un jugement de valeur. C'est de s'interroger sur le rôle que doit avoir l'expression publique et comment faire sortir l'alternative politique. Moi, je me réfère au Hirak. Quand on essaie d'observer ce qui s'est passé durant le Hirak, on a bien vu que la classe politique, ce qu'on appelle la classe politique, était prisonnière de problématiques qui étaient liées au passé, essentiellement aux années 90, etc. Alors que dans la rue, on a eu la formalisation d'une véritable alternative, la question de Itn Haouga, la question de la transition, la question de la justice transitionnelle, la question de la disqualification totale du pouvoir en place, etc. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre l'aspiration qu'il y a dans les profondeurs populaires, qui sont ce qui est une aspiration de rupture, et l'attitude de la classe politique qui est une attitude participationniste et de composition avec le système en place. Et malheureusement, après le Hirak, c'est ce qu'on a vu. C'est que la classe politique a réintégré son rôle de participation. Elle demande juste une petite place. Et lorsque Hassan, là, je suis d'accord avec lui, lorsque Hassan dit que si on ouvre dans les prochaines semaines, on va voir, il va y avoir plein de gens qui vont intervenir, il va y avoir plein de gens qui vont remplir les chaises pour le système. C'est-à-dire qui vont avoir un discours, qui vont avoir un rôle, qui vont mettre en place un pluralisme qui n'est pas un pluralisme de rupture, qui ne va pas déboucher sur un changement, mais qui va accompagner la mise en scène du régime d'une ouverture contrôlée comme en 1989. Oui. Et ça, c'est un danger pour nous. Bien sûr. Donc, tant qu'on n'a pas discuté de ces choses-là, tant qu'on n'a pas compris que la classe politique, on en fait partie, que la classe politique telle qu'elle est, elle est dépassée, et que les leçons que nous devons prendre en compte, c'est ce que nous avons reçu comme leçon dans le Hirak. C'est Itn Haouga, c'est Makash Intikhabat Ma'aisabat, c'est etc., etc., etc. Mais moi, je crois qu'une classe politique ne doit pas se résoudre à être un potentiel, un vague potentiel comme ça dans l'air. Pour moi, une classe politique, c'est une classe efficiente. C'est des structures, c'est des programmes, c'est des même personnalités. Même si elle n'est pas organisée, mais elle s'affirme sur le terrain politique, dans l'espace politique. Le premier terrain, on ne s'y affirme pas. Le premier terrain, c'est d'abord la qualification du régime en place. Oui. On n'arrive pas à le qualifier de manière sérieuse. Mais le régime en place, si tant est que nous devrions le qualifier en deux mots, ce n'est pas une classe politique, c'est un régime. Oui. C'est un système qui s'est accaparé le pouvoir sur le pays, sur le peuple. Un pouvoir mafiocratique, un pouvoir médiocratique. Prenez un exemple. Le dernier épisode dans lequel la classe politique s'est impliquée, c'est les élections législatives. Oui. Dans les élections législatives, il n'y a pas eu d'union. Oui. Et là, c'est un verdict pour la classe politique. Oui. Parce que la seule façon de dépasser le cadre qui était fixé par le régime dans ces élections-là, c'était des listes d'union. Chose qui n'a pas été faite. Oui. Donc, c'est un verdict sur la classe politique. Tous les gens qui ont été dans ces élections-là de manière partisane, ils ont fait le jeu du régime.
même lorsqu'ils ont un discours. Et c'est pour ça que le régime, que le peuple algérien, que les électeurs, que le corps électoral a totalement et très fortement divorcé avec ces gens qui ne sont pas la classe politique. Ça veut dire que notre aspiration devrait être de voir une voie d'émergence d'une nouvelle classe politique. Oui, voilà. Là, je suis d'accord. Qui soit en phase avec les aspirations. Là, oui. Là, ça devrait être une étape prochaine. Hassan Hirsch, il nous reste à peu près 9 minutes. C'est le dernier tour de micro. Je vous laisse vous exprimer sur cette absence effective du Premier ministre qui n'est là que pour la galerie, que pour donner le change. Et Monsieur le Président de la République, dont on dit que c'est son programme, un programme qu'on ne connaît pas, sauf son fameux programme en 54 points, Zama comme novembre 54, qui en est resté là au niveau de l'intention de la profession de foi propagandiste, sans plus. Alors, vous avez environ 3 minutes, Hassan. Bon, je vais me contenter de ce que j'ai. Moi, je pense que notre divergence, elle est très simple, notre divergence de point de vue, c'est que vous raisonnez sur un court terme. Vous observez l'Algérie à l'instant T égale 0. Moi, j'observe sur le long terme. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de classe politique, machin, qu'elle est plutôt au service du pouvoir en place, du système ou du régime, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, etc. Moi, j'observe par exemple ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Du jour au lendemain, vous voyez par exemple ce qui s'est passé en Russie et ce qui s'est passé dans les pays qui ont rejoint l'Europe. La veille, il n'y avait pas de classe politique. Le lendemain, il y avait de la classe politique en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, ainsi de suite. Dans tous les pays de l'Est qui se sont libérés, du jour au lendemain, il y a, comme vous reconnaissez, qu'il y a la classe politique, qu'il y a des partis politiques, qu'il y a des programmes, etc. Et donc, si vous raisonnez sur un système évidemment figé qui va rester comme ça, bien sûr, la classe politique sera toujours, encore une fois, sous la chape de plomb. Mais si le système, les décideurs, comme on les appelle, demain, dire, écoutez, finalement, on revient à 89, eh ben, créez vos partis politiques, créez votre presse, créez vos télévisions, créez, etc. Vous allez voir que la classe politique algérienne ne sera pas aussi servie que vous le dites. Il y a des énergies, il y a des intelligences, et il y a des gens qui vont proposer, encore une fois, des programmes, qui vont construire ce pays, qui vont voir à long terme, etc. Donc le problème n'est pas dans les personnes qui font de la politique, le problème est dans le système qui est en place. Aujourd'hui, le système fait que la seule source légitime, seule source politique légitime, c'est le chef de l'État, le président de la République, le grand chef, le timonier, comme on disait en Chine. Mais encore une fois, ça c'est le système d'aujourd'hui et on ne peut pas analyser uniquement avec le système d'aujourd'hui. Il faut voir le long terme et non pas se contenter de l'instant T égale 0. Merci voilà, Hassan. Divergent. Merci Hassan, mais moi, oui, j'entends bien ce que vous dites, sauf que personnellement, je considère qu'il n'y a pas de classe politique latente, qu'il n'y a pas de classe potentielle. Oui, bien entendu, elle est là sous les cendres, elle couve, elle pourrait se révéler, mais pour le moment, si nous parlons de l'Est, oui, c'est ce qu'on disait des pays de l'Est. Oui, oui. Avant 91. Oui, j'entends, mais parler d'aujourd'hui, de classe politique qui est en latence, qui ne s'est pas encore révélée, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de classe politique à l'instant T aujourd'hui. Parce qu'on l'empêche de s'exprimer. Oui, et de s'organiser. Tout à fait, de se cristalliser. Très bien. Mohamed, 3 minutes. Le mot de la fin. Non, il y a une question clé, c'est celle de 1989. Il faut qu'on dise que 1989, c'était pas une ouverture démocratique. C'était un piège de récupération. C'était une grande trionderie. Ah oui.
Et là où on voit qu'il n'y avait pas de classe politique, y compris les partis qui étaient clandestins, y compris les historiques, c'est les partis qui étaient dirigés par des historiques, c'est le fait d'aller chercher son agrément au ministère de l'Intérieur. Tout le monde s'est fait avoir. Voilà. Parce que c'était un passage obligé. Et Le régime avait en sorte que, parce que la tu vraie dois question, passer par lui. Parce que la vraie question n'a pas été posée, qui est celle de la négociation, qui est celle de la transition. Et c'est ça la clé. Demain, on nous donne, ils sont en train de mettre en place quelque chose. Hein. Ça se sent, on voit les effluves de la nouvelle cuisine. Est-ce qu'on va se mettre encore à additionner des sigles X, Y, Z, TUVX, etc. Ou est-ce qu'on va réellement faire de la politique? Et réellement faire de la politique, c'est de leur dire, vous ne pouvez pas décider de l'avenir du pays en tant que potentat. On est obligé de s'asseoir à une table, de négocier. On veut des garanties sur un certain nombre de choses. On vous donne des garanties sur un certain nombre de choses. On fixe une feuille de route et on va vers un État démocratique et social tel que les Algériens y aspirent. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas du pluralisme. Parce que ce qui s'est passé en 89, c'est quoi? On nous a donné la façade et ils ont gardé le pouvoir. Absolument. Et il était hors de question de toucher au noyau du pouvoir. Absolument. Il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on fasse notre bilan. Exact. Et tant qu'on n'aura pas fait ce bilan, il n'y a pas de classe politique. Alors, Voilà, c'est tout. Absolument, vous avez tout dit, Mohamed, je vous remercie. Comme je remercie Hassan Hirish et vous aussi, chers amis, merci de nous avoir Il veut dire suivis. quelque chose, Hassan. Hassan, vous voulez dire quelque chose? Je Ouais, vous en prie. malheureusement, j'ai pas eu le temps nécessaire pour développer mon idée. Mais J'ai observez essayé ce qui s'est passé. j'ai Juste essayé une de dernière répartir phrase. équitablement. Hein. Observons ce qui s'est passé dans les pays démocratiques. Combien de temps il aura fallu pour instaurer leur système démocratique? 2 siècles. Que ce soit l'Angleterre ou la France qui ont été les modèles, 2 siècles. Et donc, nous, on est en train de réfléchir depuis 89 et de se dire, oui, mais c'était en 1789, en France, il y a eu effectivement liberté d'expression, il y a eu des partis politiques, des machins, mais tout de suite après, 10 ans après, il n'y avait plus rien. Il y avait l'ancien régime qui est revenu, ainsi de suite. Après, retour à la République, ensuite l'ancien régime, etc. Donc nous, on est en train d'analyser le système algérien sur 10 ou 20 ans, alors que c'est tout un processus long sur plusieurs générations. Merci Hassan, et j'espère que nous n'allons pas devoir attendre 2 siècles. En tout cas, on aura à débattre de ça. Hein. On aura à redébattre encore. Merci Hassan, c'est toujours un plaisir. Merci encore une fois Mohamed. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous.